Bienvenue dans Classique du Plus pour une nouvelle émission et pour nous, clairement, je sais pas ce que t'en penses Médoc, mais quand même un petit choc au niveau de l'environnement. Bah ouais, on a déménagé, vous avez peut-être vu ça dans Debug Mode et du coup on se retrouve dans un nouveau plateau. Alors ça change complètement de ce à quoi on était habitué. Et il n'y a absolument rien pour vous, mais genre on partage quoi, genre un petit peu notre expérience. Et là clairement c'est plus petit quoi. C'est plus petit, sachant que c'est plus grand aussi parce qu'en fait il n'y a pas un plateau, il y en a plusieurs. Mais le plus petit des plateaux disponibles, c'est pour 18+. Voilà, va savoir pourquoi. Voilà, à 100%. Alors là, Davy et Benoît et compagnie, c'est grand luxe. Voilà, grand luxe. Genre, mais pour 18+, tu sens quand même une sorte de rejet. Tu vois, comme si on voulait pas nous montrer de trop, comme si on était trop. Ouais, non, mais c'est le thème de l'émission. 18+, c'est pas pour les 15-24. C'est sûr qu'avec des blagues sur le caca ou des trucs comme ça. Non, il faut pas t'avancer trop parce qu'il y en a dans les news là-dessus. Duke Nukem Forever, vous verrez ça. C'est vrai. Mais on va commencer par le sommaire, c'est plus simple. On commence cette émission Classique 18+, avec la présentation d'un jeu indépendant sorti sur PC il y a quelques temps qui s'appelle The Path. Suivi d'un reportage sur Operation Flashpoint Red River. On aura ensuite la critique du très attendu et puis du traître aussi, puisqu'il est 16+, Crysis 2. Et puis comme dans tous les 18+, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, mais cette fois-ci un petit peu spécial. Et toujours aussi spécial, un Showtime, cette fois-ci réalisé en grande pompe, vous allez voir pourquoi. Mais tout de suite, les news. C'est désormais officiel, le développement de Duke Nukem Forever a fait des victimes chez Gearbox Software. Après la vidéo annonçant un ultime retard du jeu, qui devrait désormais sortir le 10 juin prochain, le studio a publié 2 nouvelles vidéos, de gameplay cette fois-ci, dont une consacrée à l'utilisation du caca. Oui, vous avez bien entendu. Héros régressif s'il en est, Duke joue avec son caca. Il peut ainsi ramasser les colombins jonchant le sol, ou flottant dans la cuvette des chiottes, pour repeindre les murs ou comboter les boss si l'on en croit la vidéo. Reste à savoir si on pourra en faire un petit tas compact pour le placer sur la tête de ses adversaires en multi, comme dans Dr. Slump. What the hell? No, come on, no! Moins scato, la seconde vidéo met en scène une séquence de jeu où Duke s'interroge sur l'utilisation potentielle d'un jetpack fixé sur un alien. Et une nouvelle fois, c'est la solution la plus fine qui est choisie. Reste que la vidéo spéciale caca fait quand même un peu peur. Duke est un gros bourrin, c'est clair, mais de là à faire des batailles de caca, ça sent quand même franchement l'idée sortie d'un brainstorming de développeurs très fatigués. Convenient. Combo. Double combo. Triple combo. Super combo. This is gross. I gotta get rid of this. It's good. Congratulations. Nobody could have ever predicted it would spread so fast. Cette année, on fête les 15 ans de la série des Resident Evil, dont le premier épisode est sorti en 1996. Pour l'occasion, Capcom nous a préparé une série de titres, que ce soit des remakes ou de nouvelles aventures, afin de fêter dignement cet événement. On commence par Resident Evil The Mercenaries 3D, destiné à la 3DS. Cet épisode sera essentiellement basé sur le scoring et reprendra le principe du mode Mercenaries de Resident Evil 4. Un épisode de la série uniquement basé sur le scoring? Dit comme ça a l'air un peu bizarre. Mais après tout, la Wii a bien accueilli des Resident Evil façon rail shooter. Et comme vous pouvez le constater, le jeu mettra en scène Wesker et Jill. Petite info sympathique, Capcom a confirmé que Resident Evil Mercenaries 3D sera livré avec une démo jouable de Resident Evil Revelations, dont nous allons parler dans quelques instants. 3D. Viennent ensuite les remakes de Code Veronica et de Resident Evil 4 en HD, prévus pour cette année sur PSN et XBLA. On sait déjà que ce sont 2 grands jeux. Maintenant, les meilleurs graphismes et les éventuels bonus suffiront-ils à justifier l'achat de cette compilation? Le prochain titre original de la saga est prévu pour 2012 sur 3DS et il s'agit de Resident Evil Revelations. On ne sait pas grand chose de cet épisode, mis à part que Chris Redfield devra avoir un rôle important et que le gameplay serait encore une fois tiré de Resident Evil 4. Not this time. You think you'll get away with this? Dernier titre tout juste annoncé, Resident Evil Operation Raccoon City, qui sera supervisé par Capcom et développé par le studio canadien Slantis Games sur PC et console HD. Les premières rumeurs parlent d'un clone de Left 4 Dead, mais rien n'est moins sûr. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il proposera un gameplay original, orienté shoot, et l'habituelle vue à la 3e personne. Cette opération Raccoon City sera également l'occasion de découvrir autrement les événements ayant eu lieu dans Resident Evil 2 et 3.
Les joueurs incarneront ainsi des soldats du service de sécurité d'Umbrella et devront affronter seuls ou avec 3 autres joueurs en coop les zombies et autres armes bio-organiques croisées. What the hell is going on here? You will learn respect. À chaque nouveau classé 18+, une nouvelle vidéo du prochain Mortal Kombat. Vous devez commencer à avoir l'habitude. Cette fois-ci, ce sont les matchs en équipe qui nous sont présentés. Dans ces matchs, vous pouvez ordonner à votre partenaire de lancer une attaque pour vous aider ou même changer de place avec lui. Bref, du tag team classique. Bien sûr, il y a toujours cette finesse si particulière à la série des Mortal Kombat. Rendez-vous dans le prochain classé 18+, pour connaître notre avis sur ce titre qui s'annonce prometteur. Cette nouvelle vidéo de Deus Ex Human Revolution illustre parfaitement les diverses possibilités disponibles pour résoudre une situation. 3 approches sont montrées. La première est agressive, on fonce dans le tas avec grenades, lames, mitrailleuses et shotgun et on fait tout péter. Ce n'est peut-être pas très élégant, mais c'est efficace. La furtivité nous est ensuite montrée, complètement à l'opposé de l'approche précédente. Cette fois-ci, on passe dans les conduits d'aération isolés, on se camoufle et on utilise des armes silencieuses et non létales, comme le taser ou le fusil à fléchettes. Enfin, la dernière approche, nommée versatile, est un mix des deux. On se fraye d'abord un chemin grâce à un fusil de sniper, puis on pirate une tourelle pour qu'elle se retourne contre nos ennemis. La liberté d'action semble donc être au centre de Deus Ex Human Revolution, à l'image de la prestigieuse série. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. I'm in. May I ask how? A vent on the roof. I don't want to hurt you. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. I'm in. You, but I will if you don't give me a choice. Not a chance. This ends now. Did I ask for your opinion? We're leaving. You still don't remember, do you? Ambiance familiale dans ce nouveau trailer de Fear 3. On nous présente un peu plus les personnages et les liens qui les unissent. Et franchement, nos 2 héros n'ont vraiment pas de chance. En plus d'être les enfants d'Alma, la fillette nous terrorisant depuis le premier épisode, ils ont été séquestrés par un scientifique durant leur jeunesse. Pas étonnant qu'ils soient complètement fêlés et qu'ils balancent un militaire d'un hélicoptère. Quant à savoir si le jeu est bon, il faudra attendre fin mai pour avoir la réponse. This is our moment, brother. This is where we must stand together.
They came without warning. Duke Nukem est extrêmement occupé en ce moment. Après une dizaine d'années sans aucun nouveau titre, le voilà qui revient en force, à la fois sur console et PC avec Forever, mais aussi sur DS avec Critical Mass. Mélangeant plateforme 2D et TPS à la Gears of War, cet épisode se rapproche de Manhattan Project et vient tout juste de sortir avec tout de même 2 ans de retard. Que voulez-vous, Duke n'est jamais en avance. Worlds will collide. I'm all yours, Duke. Heads will explode. Bitches. Yeah. When all else fails, Duke doesn't. We need to find out who's in charge and kick their ass. Roulement de tambour, voici maintenant la toute dernière et toute récente vidéo de Elle est Noire, qu'on vous laisse admirer sans plus attendre. We had a goddamn arrangement of gangsters looking to get square. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. That LAPD cops might be involved. Is everyone in on this? See it any other way and you better forget about being a vice cop. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get over there, see what you can find out. Government issue morphine. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. Yeah, I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. I smell it payoff. How is it you can bring no less than 3 suspects into my station and still manage to charge the wrong guy? Hold it right there! I'm gonna rub the department's nose in it. Roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. I did it for you, and that's how you repay me! Bon, Médoc, on va réagir. Je pense que tout le monde va un petit peu réagir aussi là-dessus sur les forums. Bon, ces dernières vidéos, il y en a 2, mais on va en parler que d'une en fait, sur Duke Nukem Forever. La vidéo spéciale caca. On hallucine. Genre, qu'est-ce qui se passe? Si tu te dis, genre, le temps de développement, à mon avis, a dû impacter en fait sur le mental des développeurs. Ils ont pété un câble. Genre, ils prennent le personnage, ok, il est censé être bourrin, il est censé choquer, etc. Mais genre, c'est bon, quoi. C'est pas Dr. Slump. Faut arrêter. Duke qui joue pas avec son caca. Ouais, non, mais il n'y a plus rien qui nous étonne. Enfin, je veux dire, on avait pu voir pour la vidéo du 1er avril, mais ces trucs. Les mecs, ils sont un petit peu décalés. D'ailleurs, ça m'étonne pas. Ils avaient bien joué le coup, parce que là, c'était une vidéo publiée au 1er avril ou pas loin, mais en tout cas, c'était une vraie information. Donc là, on ne sait pas si, pour le coup, mais là c'était un peu avant le 1er avril, là c'est un peu après le 1er avril, donc est-ce que c'est un gag? Je ne pense pas. Je pense pas qu'ils soient galérés quand même à faire du faux gameplay, genre avec Duke qui jette du caca sur les murs. Donc, ou alors ils ont vraiment trop de temps, et si le retard du jeu est lié à la création de ce gameplay, c'est vraiment inadmissible. Ça serait inacceptable, ouais. Bon là, on va arrêter avec Duke, on va passer sur un autre sujet beaucoup plus sérieux. On en parle de temps en temps, de jeux indépendants, que ce soit sur PC ou sur console. Et là, c'est un jeu qui est particulièrement troublant, très adulte, qui est développé par un petit développeur qui s'appelle Tale of Tales. Et bon, vous allez voir ça tout de suite, on en reparlera un petit peu après. Ça s'appelle The Path. Avant de commencer, il convient de rappeler qu'il existe des œuvres artistiques dont la vocation n'est pas de toucher tout le monde. Le studio de développement indépendant Tale of Tales existe depuis 2002 et a pour vocation de créer des jeux à expérience émotionnellement riches. The Path, sorti en 2009, est de l'avis de ses créateurs le premier jeu commercialisable du studio. Il se présente comme un horror game en vue à la 3e personne inspiré par le vieux conte Le Petit Chaperon Rouge. L'écran d'arrivée vous propose de choisir un personnage parmi les 6 s'affichant à l'écran. Une fois lancé, on se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'un jeu ordinaire. Dès le départ, le ton est donné par l'affichage des contrôles du jeu, avec notamment le bouton d'interaction qui est « Laisser aller ». Puis, la consigne apparaît « Allez à la maison de grand-mère et restez sur le chemin ». Certains joueurs, à qui nous avons fait essayer The Path, ont suivi cette instruction à la lettre et sont directement allés au bout du chemin. Ceci déclenchant une visite guidée de la maison, puis la fin de la partie par un écran de score estampillé du mot « Échec ». Pourvu qu'on ait l'esprit libre et du temps devant soi, il est aisé de deviner que le principal attrait du jeu se situe hors du chemin, dans une forêt chargée de symboles. L'un des premiers constats que fera le joueur, outre que le jeu impose un rythme lent le punissant lorsqu'il choisit de faire courir le personnage, est le travail artistique fourni. La musique, composée par Jarboe et Chris Force, a ainsi une place très importante, tandis que l'aspect fantasy des graphismes favorise l'immersion du joueur. Marcher dans cette forêt au gré de ses humeurs procure une sensation étrangement agréable. Enfin, sauf si vous vous attendiez à trouver une arme à ramasser pour commencer à taper sur des monstres. Et c'est là que nous mettons le doigt sur un point important du gameplay.
Ici, pas de monstres à génocider, pas d'obstacles à éviter en sautant, pas de puzzle à résoudre, pas même de quête à accomplir, non. La seule consigne est d'aller chez grand-mère et de rester sur le chemin. Une consigne que le joueur se doit a priori de transgresser, la forêt constituant votre principal espace de jeu. La balade dans la forêt peut de temps en temps être interrompue par une interaction avec des objets ou des lieux. Ces interactions créeront chez votre personnage une réaction qui prendra la forme d'un poème ou d'un journal intime. C'est là qu'un autre aspect du jeu se dévoile. Chaque personnage a une personnalité différente et donc une réaction personnelle à chaque interaction. Cette phase de découverte avec l'environnement permet aux joueurs d'en apprendre un peu plus sur la psyché du personnage. Par ailleurs, la mécanique d'interaction choisie en termes de game design révèle une autre forêt cachée derrière l'arbre. Pour interagir, il faut lâcher le clavier, ne rien faire pour rendre son libre arbitre au chaperon. Vous n'êtes pas le personnage et vous ne le dirigez pas. Vous êtes et dirigez sa conscience. Ce point d'action, très particulier et rarement utilisé dans les jeux vidéo, change absolument toute l'expérience de jeu. Ainsi, si vous lâchez les commandes alors que vous êtes dans la forêt, certains des chaperons prendront peur et courront rejoindre le chemin, alors que d'autres ne bougeront pas. Et alors que, de retour sur le chemin, vous ramènerez une jeune fille dans la forêt, vous vous sentirez d'autant plus responsable de la suite des événements. Mais alors, pourquoi parler de ce jeu dans Classé 18+. Eh bien, certaines images se suffisent à elles-mêmes, et vous en parler plus risquerait de vous gâcher le plaisir de la découverte. Cependant, il va sans dire que la sexualité a une place importante dans l'histoire. Mais bon, vous connaissez le petit chaperon rouge, non? Ou alors vous avez peut-être déjà vu Jinro, la brigade des loups. Pour finir comme on a débuté, rappelons que The Pass ne parviendra pas à bouleverser tous ceux qui s'y essaieront, mais il est évident que ce n'est pas là sa vocation. Par ailleurs, le jeu est suffisamment bien réussi pour éventuellement relancer le débat sur la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art. Nous nous sommes contentés de faire une présentation du jeu, ce qui, nous l'espérons, donnera envie à certains d'entre vous de l'essayer. Une démo de The Path est disponible sur Steam. Vous l'avez compris, avec cette présentation du jeu The Path, l'idée c'était de ne pas trop vous en dire, mais simplement de vous donner envie de l'essayer, ce jeu. Donc ce jeu, ce non-jeu, etc., sa sortie, il a fait pas mal de débat. C'est assez marrant de voir un petit peu la réaction des joueurs. C'est-à-dire pour ce type de projets, qui sont clairement pas tout à fait des jeux vidéo, mais plus des projets artistiques interactifs, la réaction parfois des joueurs est extrêmement violente. C'est-à-dire non, c'est pas un jeu, c'est de la merde, on veut pas voir ça. Alors que le propos même du jeu, c'est justement de proposer une autre expérience, d'essayer quelque chose de neuf, en jouant avec le concept du gameplay. Autant, par exemple, un jeu comme Braid, c'est une façon un petit peu de réhabiller genre un jeu classique, type Mario, pour ensuite lui donner une signification nouvelle, aller dans une autre direction. Là, c'est vraiment le gameplay même qui est pris, accolé à un conte, qui est celui du petit chaperon rouge, ouais. Et pour justement... clairement troubler le joueur et le faire s'interroger sur sa place en tant que joueur, ce qu'il fait exactement, est-ce que ce qu'il fait c'est pour lui, est-ce que c'est pour le personnage, etc. etc. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et justement, du coup, je trouvais ça intéressant, effectivement, que le joueur se positionne plus comme comme c'est dit, j'imagine, dans cette petite présentation, que le joueur se place plus comme la conscience du personnage que comme le personnage. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et aussi, l'autre dimension que je trouve intéressante, c'était la reprise du conte du petit chaperon rouge, qui reste... Alors, c'était pas si difficile que ça de faire quelque chose de malsain, parce que ça reste malsain. Je veux dire, si on prend du recul et qu'on regarde l'histoire du petit chaperon rouge, c'est dark, hein. Je veux dire, avoir sa grand-mère qui est malade, ou une connerie comme ça, ou en tout cas qui peut pas se déplacer. Et puis, elle se fait bouffer par un loup. Après, le loup, il se fait ventrer. Ça reste violent, quand même. Donc, du coup, il y a matière à développer des choses 18+. Complètement. Et puis même, il y a eu matière à faire, par exemple, un film comme Jinro, qui est mentionné également dans la petite présentation. Et c'est vrai que ce conte a toujours donné lieu à des choses extrêmement adultes, d'où la présentation de The Path dans Classé 18+. Et on espère que ce sujet vous aura donné envie d'essayer. En parlant d'envie d'essayer, vu que je suis le prince, sens la bonne transition. Je suis le prince de la transition, je vous propose d'avoir envie d'essayer de regarder le reportage qui va suivre sur Operation Flashpoint Red River. Transition Man. Je suis bluffé. Je suis totalement bluffé. Prévu pour le 21 avril sur PC, PS3 et Xbox 360, le prochain Opération Flashpoint, baptisé Red River, nous a été présenté il y a de cela quelques semaines par un de ses producteurs, Vincent Meule. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur ce FPS qui, s'il emprunte quelques éléments de background à Dragon Rising, le volet précédent, propose tout de même une histoire inédite.
Donc Red River se situe, c'est une fiction vraiment dans un futur proche qui se situe en 2013. Donc par rapport à Dragon Rising, on s'est resitué sur un lieu différent. Donc ce coup-ci, l'action se passe au Tadjikistan. Donc le Tadjikistan se situe tout juste entre l'Afghanistan et la Chine. Et il met en action une équipe de Marines, l'équipe Outlaw 2 Bravo, qui vient d'être tout juste déployée au Tadjikistan pour sécuriser le pays qui a été envahi par des insurgés. Puis au fil de la campagne solo, le joueur va commencer à combattre aussi l'armée chinoise de l'APL, qui est aussi leur ennemi de l'épisode précédent. Donc il y a un peu une suite au niveau où on utilise le même type d'ennemi, mais par contre au niveau de l'histoire, c'est quelque chose de différent. Le succès relatif de la franchise Opération Flashpoint repose en partie sur cette volonté de proposer aux joueurs une expérience réaliste et authentique. Une sorte de marque de fabrique qui s'illustrait notamment à travers les différentes vidéos de présentation dans lesquelles on pouvait voir des images réelles de conflits mélangées à des fictions comme le film aux 6 Oscars des mineurs, The Hurt Locker en VO, ou encore l'excellente série de HBO Generation Kill. Operation Flashpoint a toujours été un jeu réaliste, vraiment qu'on essaie de retranscrire l'authenticité de combats militaires. Tout d'abord dans les épisodes précédents où il a fait assez succès dans la version PC dans les années 2000. Mais dans Red River, c'est retranscrire cette authenticité avec tout ce qui se passe autour de nous au niveau des conflits modernes. Donc on s'est quand même beaucoup inspiré comme tu l'as dit, de films comme Generation Kill, ou entre Jared, qui met vraiment en scène les marines, les marines un peu comme dans la vraie vie, pas des super-héros qui sont vraiment très clean. C'est vraiment un peu des gosses qui sont un peu insolents, des choses comme ça. Donc on essaie de retranscrire ça dans notre jeu. Et aussi on s'est pas mal inspiré de tout ce qui est les vidéos qui apparaissent sur YouTube ou sur Wikileaks par exemple, qui mettent en scène des marines qui se filment eux-mêmes. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser au maximum, c'est ce phénomène d'authenticité et de réalisme. Et aussi tout le phénomène au niveau du gameplay, où Operation Flashpoint, si tu te prends une balle dans la tête, c'est fini, c'est la fin du jeu. Donc tout ça, c'est assez réaliste. D'après les développeurs, ce réalisme passe également par la gestion de l'IA, qui, pour le coup, a bénéficié d'une attention toute particulière. L'intelligence artificielle, qu'on a principalement repris de Dragon Rising. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup écouté la communauté, qui ont donné beaucoup de feedback un peu sur ce qu'on a fait de bien et de pas bien au niveau de l'intelligence artificielle. Donc ce qu'on a fait, c'est vraiment l'améliorer à partir de ces points-là. Par exemple, tout ce qui est ligne de tir, ça c'est quelque chose qu'on a pris beaucoup de soin à améliorer. Dans Dragon Rising, tu pouvais très facilement tuer un de tes coéquipiers pendant le jeu, ce qui était vraiment frustrant puisqu'il venait tout juste devant toi. Donc là, on a implémenté une fonctionnalité qui permet à l'intelligence artificielle de passer derrière toi et essayer de t'éviter. Mais en même temps, si l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça pour des raisons X ou Y, ils peuvent toujours passer devant toi, mais ça s'appelle un accident. Donc on essaie un peu de reprendre au niveau réel. L'autre chose, le point vraiment important au niveau de notre intelligence artificielle, c'est qu'elle est vraiment adaptive et autonome. Donc c'est contrairement à des jeux comme Call of Duty où c'est vraiment très scripté, mais bon, en même temps c'est des très bons jeux. Notre intelligence artificielle est autonome, donc les designers vont mettre plutôt leur donner des attributs, faut que cet ennemi soit agressif, défensif, ou leur donner des sortes de tactiques, et c'est tout. Après, c'est à l'intelligence artificielle de se débrouiller toute seule. Donc ça nous permet qu'à chaque fois que vous rejouez la mission, ça sera complètement différent. Red River va tenter tant bien que mal de se faire une place dans un genre où les concurrents sont plutôt nombreux. Du coup, comment se positionner face à ces titres aux budgets phénoménaux sans passer pour une production cheap? On va avoir Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, tous ces jeux qui sont super beaux. Le dernier trailer de Battlefield est magnifique. Mais au niveau ils sont très scriptés.
C'était vachement des sortes de ce qu'on appelle des tunnels shooters qui sont super beaux, avec des super belles animations, mais ça reste quand même un couloir où tu dois jouer. Après, donc ça c'est un élément des shooters. Après, on va avoir les autres types qui sont complètement des grandes simulations militaires, mais super compliquées. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se mettre un peu au milieu, où les joueurs qui ont joué beaucoup de Call of Duty commencent un peu à en avoir un peu fatigué, et essaient de découvrir d'autres types d'expériences. Et on espère qu'ils vont venir sur notre type de jeu, qui est beaucoup plus tactique, beaucoup plus réaliste, mais en même temps, c'est pour cette fois-ci accessible à tout le monde. Donc c'est vraiment d'essayer de se situer entre les deux. On ne pense pas être en compétition directe avec ce type de jeu. Et c'est vraiment des jeux qui sont très bien dans leur catégorie. Nous, on essaie de se situer dans le milieu, et je pense que pour l'instant sur console, je pense pas qu'on ait d'autres concurrents. Nous verrons bien comment cette opération Flashpoint Red River réussira à tirer son épingle du jeu dans le cadre de sa critique prévue pour le prochain classé 18+. Alors voilà Thierry, donc on en sait un petit peu plus sur cette opération Flashpoint qui va sortir là dans quelques jours. Bon, j'imagine que tu as remarqué que le mec, voilà, il est pas totalement à l'aise. Il y a des gens qui en interview sont pas forcément à l'aise. Le mec, c'est clairement pas un marketeur, c'est clairement pas un RP, tout ça. Il est là pour parler de son jeu, donc des fois c'est un petit peu maladroit, mais en tout cas, voilà, on a les infos et puis on attend évidemment d'avoir le jeu en main pour se prononcer dans les normes en vigueur. C'est bien aussi parce que ça évite justement, avec même si là, clairement, il a du mal parfois à s'exprimer, genre ça change du discours tout fait. Ouais. Genre du mec qui justement était média traîné, c'est-à-dire entraîné par le marketing à répondre à des questions posées par des journalistes, et du coup, quel que soit le journaliste, et quelles que soient même les questions, on aura systématiquement les mêmes réponses. Ouais. Elles seront bien, elles seront fluides, elles seront explicatives et tout, ce seront les mêmes réponses. Là, on a un truc un peu plus naturel, un peu plus original. Un peu plus authentique, ouais. Un peu plus maladroit aussi, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on enchaîne sur toi? Ah bah on va enchaîner sur une critique, genre 16+. Ouais, bah, c'est comme ça arrive de temps en temps, mais c'était un FPS. À la base, il aurait dû être 18+, finalement ils l'ont basculé en 16+, etc. Il y a plein de raisons derrière, on va voir Crysis 2, c'est un projet qui a subi pas mal le genre de pression, on va dire, du fait de son développement sur différentes plateformes. Donc en gros, c'était un titre développé avant sur PC, et là, le fait qu'il passe sur console, bah, ça a eu plusieurs conséquences, dont celle peut-être du passage à un 18+, à un 16+, et également, genre peut-être, des soucis au niveau du gameplay, mais on va voir ça tout de suite avec la critique. Après Far Cry et Crysis, Crytek revient avec sa nouvelle production Crysis 2. Habitués des open world, les Allemands ont décidé de changer totalement d'orientation avec un FPS beaucoup plus linéaire et scripté, tout en conservant la grosse spécificité de leur précédent jeu, la nanosuite, une combinaison décuplant les capacités de son porteur. Et pour la première fois, Crytek allait développer sur plusieurs supports à la fois, le PC, leur plateforme habituelle, et les consoles de salon actuelles, la PS3 et la Xbox 360. On s'est posé beaucoup de questions sur cette ouverture au marché des consoles. La technique, domaine où Crysis excellait, allait-elle être sacrifiée sur l'autel du multiplateforme? Le gameplay serait-il simplifié afin de permettre de meilleures ventes sur console? La communication agressive des développeurs n'a rien fait pour arranger les choses. Notre jeu est le plus beau de tous les temps, notre scénario est meilleur que celui d'Halo. Les interviews furent souvent l'occasion pour les développeurs de nous sortir des petites phrases destinées à descendre la concurrence. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Alors, Crysis 2 n'est-il qu'un banal FPS de plus, comme on en a vu depuis des mois, ou enterre-t-il tous ses concurrents comme le prétendent les développeurs? C'était quoi cette merde? Allez, on évacue! Bougez-vous! Richard Morgan est un écrivain anglais de science-fiction connu pour son livre Carbone modifié. Il est également à l'origine du scénario de Crysis 2. Durant toute la promotion du jeu, il s'est laissé aller à des déclarations tapageuses. Selon lui, l'histoire de Modern Warfare 2 est improbable, tandis que celle d'Halo est bourrée de stéréotypes. Avec de tels propos, il n'avait clairement pas le droit à l'erreur. Malheureusement pour lui, l'histoire et la narration de Crysis 2 sont perfectibles sur de nombreux points. Après que son navire ait été détruit lors de l'attaque de New York par des aliens, Alcatraz, le marine que l'on incarne, est mortellement blessé.
Il ne doit sa survie qu'à l'intervention de Prophet, un des personnages du premier Crysis. Celui-ci est infecté par un mal étrange et ne pourra pas mener sa mission à bien, qui consiste à sauver Gould, un scientifique capable d'enrayer l'invasion extraterrestre. Il choisit donc de se sacrifier afin de léguer sa combinaison à Alcatraz pour que celui-ci finisse le boulot. Ça a l'air plutôt simple pour l'instant, mais ce n'est que le début. L'ensemble va rapidement se complexifier au fil des événements pour un résultat assez mitigé. Tu n'es pas prophète. Alambiqué à souhait, l'histoire s'avère compliquée à suivre, on ne sait pas qui fait quoi, et plus on avance dans le jeu, plus ce sentiment s'amplifie. Mais le plus gros problème, c'est qu'on n'y croit pas une seule seconde. Ce n'est pas tant le fait que des aliens attaquent New York qui dérange que la série de révélations qui intervient à partir de la moitié du jeu. On ne va pas vous spoiler, afin que vous aussi, vous restiez bouche bée devant votre écran en vous demandant ce qui a bien pu passer par la tête de Richard Morgan. Vous l'aurez compris, on mettra vite de côté ce scénario bien trop confus pour se concentrer sur le gameplay nettement plus intéressant. Problème, les développeurs ont voulu mettre le paquet sur l'aspect narratif de leur jeu. Du coup, on se retrouve à devoir supporter de nombreux dialogues et autres cinématiques que l'on ne peut évidemment pas passer. Parfois intéressantes à regarder, la plupart du temps, celles-ci ne parviennent à provoquer autre chose que de l'ennui. La faute est des dialogues sans intérêt et une mise en scène bancale. Heureusement, le gameplay n'en pâtit que rarement et c'est le principal. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi. Soyez prévenus, Crysis 2 n'a pas grand chose à voir avec son prédécesseur. C'est toujours un shooter, mais énormément de choses ont changé, à commencer par la structure des niveaux. On passe d'un open world aux environnements destructibles à une succession de niveaux scriptés légèrement ouverts. Adieu donc les maisons qui volent en éclats sous les impacts d'obus de votre tank. Si on s'attendait à un Crysis bis, on ne peut qu'être déçu. Mais Crysis 2, si on ne le considère pas comme la suite de Crysis, possède beaucoup de qualités et apporte un peu de fraîcheur dans le monde des FPS linéaires. La nano-suite du premier épisode est de retour, mais avec beaucoup de changements et de simplifications. Des 4 pouvoirs originaux, armure, camouflage, vitesse et force, seuls les 2 premiers restent et leur fonctionnement diffère du premier épisode. Le mode armure n'est plus constamment activé, il faut au préalable l'enclencher soi-même afin de mieux encaisser les dégâts. Le zoom est également plus puissant dans ce mode. En contrepartie, il consomme de l'énergie, même si l'on ne subit aucune blessure. Il faudra activer et désactiver constamment ce mode pour éviter de se retrouver démuni face à des hordes d'aliens. Le mode camouflage reste inchangé, mais il augmente en efficacité. Il dure beaucoup plus longtemps et permet d'exécuter des attaques furtives au corps à corps, tuant instantanément votre ennemi. Le problème, c'est que ce mode est beaucoup trop puissant. On peut souvent traverser rapidement des zones entières sans tuer un seul ennemi. Faute de challenge, le jeu perd de son intérêt et il convient donc d'utiliser cette option avec parcimonie. Le mode vitesse a été tout bonnement supprimé et aucune option ne vous fera retrouver votre rapidité d'antan. Votre sprint vous coûte désormais de l'énergie, mais le gain de vitesse est minime. En contrepartie, si vous vous accroupissez pendant que vous courez, vous effectuez une glissade permettant de passer rapidement sous un obstacle et d'infliger des dégâts à l'ennemi. Quant au mode force, même si on ne peut plus le sélectionner, ses fonctionnalités sont toujours utilisables. On réalise des sauts et des attaques de mêlée boostées en maintenant enfoncé les touches correspondantes. On constate donc une simplification de l'utilisation des pouvoirs qui va dans le sens de la consolidation de la série. On n'a plus à choisir le mode correspondant pour exécuter certaines actions comme le saut boosté. L'autre exemple de cette adaptation à une ergonomie différente est le système de couverture. Dans le premier épisode, et comme dans beaucoup d'autres FPS sur PC, on pouvait se pencher sur les côtés n'importe quand d'une pression sur un bouton. Désormais, on est plus proche d'un cover system à la Killzone 2, on se colle à un élément du décor en maintenant la touche correspondante enfoncée, puis on dirige notre arme avec le stick. Si ce système atteignait le niveau de ces modèles, pourquoi pas? Mais non, on peine à se cacher derrière les abris et une fois en place, viser correctement est très difficile. Finalement, on utilisera rarement cette option, beaucoup trop contraignante dans le feu de l'action. Mais ce n'est pas trop grave car de toute manière, on n'a pas le temps de penser à se mettre à couvert. Les combats sont ultra nerveux, que ce soit contre des humains arrivant par vagues entières ou des aliens moins nombreux mais plus rapides et résistants. L'arsenal mis à votre disposition y est pour beaucoup. Ça reste classique, avec des fusils mitrailleurs, des fusils à lunettes et des lance-grenades, mais efficace. La personnalisation des armes est identique au premier Crysis, et c'est une bonne chose tant elle est complète. En quelques secondes, on peut transformer une arme silencieuse, prévue pour les attaques à longue distance, en un lance-grenade prêt à tout faire péter. Mais l'aspect customisation va plus loin dans cette suite. On peut désormais équiper la nano-suite d'amélioration que l'on achète contre des résidus d'aliens collectés sur les cadavres. Personnalisation nano-combinaison. 12 pouvoirs sont disponibles pour 4 emplacements différents, il va falloir choisir. Et même si 12 ça peut paraître léger, ils sont tous différents et utiles, du détecteur de camouflage à l'attaque aérienne, en passant par les classiques augmentations de puissance. Les situations se renouvellent constamment, en grande partie grâce au level design maîtrisé de bout en bout.
Alors oui, c'est beaucoup plus linéaire et les décors ne sont quasiment plus destructibles. Mais chaque zone de jeu est étudiée pour qu'il y ait plusieurs manières de l'aborder. Vous vous sentez l'âme d'un prédateur? Devenez invisible pour tuer vos ennemis en silence. Votre truc c'est plutôt de courir partout façon Yamakasi? Grimper sur cet échafaudage, glisser sous ce camion, courir sur les toits, le choix ne manque pas. Vous préférez tout faire péter? Détachez une tourelle de son support et c'est parti pour le massacre. Grâce à vos jumelles, à la pointe de la technologie, ces diverses possibilités vous seront indiquées à l'écran. Libre à vous d'utiliser cette option, histoire de ne rien louper, ou au contraire d'avancer à l'aveuglette pour vous laisser le charme de la découverte. Beaucoup de niveaux sont construits verticalement. Entre deux gunfights, il faudra souvent utiliser les capacités de la nanosuite pour se frayer un chemin sur les toits de New York. Cet aspect plateforme, proche d'un Mirror's Edge, permet à Crysis 2 de se distinguer des autres FPS sortis en ce début d'année. Attention, on ne se trouve pas non plus en face d'une copie du titre de DICE. Crysis 2 est un shooter pur jus, mais il se renouvelle constamment en empruntant des mécaniques à d'autres jeux. Pour prolonger l'aventure du mode solo, durant tout de même 10 heures, il y a un mode multijoueur très convenu. Vous aurez le choix entre les classiques Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag et King of the Hill, le tout à la sauce Crysis. Par exemple, le mode King of the Hill est renommé Site du Crash, et justement vous devez défendre ce lieu. Et sauf exception, vous contrôlez des soldats disposant de nanosuites. On retrouve les mêmes sensations que dans le mode solo, dans un multi inspiré de Call of Duty, avec un système de points d'expérience et de pouvoirs à équiper. Pas indispensable, mais une bonne surprise. Crysis 2 est beau, oui, mais pas assez pour un studio comme Crytek. Pas de baffe technologique au rendez-vous comme dans leur précédente production, on est juste devant un très beau jeu. La faute au développement sur plusieurs plateformes? Peut-être. Mais si le nouveau titre de Crytek ne s'impose pas comme le nouveau maître étalon du FPS, il reste extrêmement agréable à regarder. Certains effets de lumière et de particules sont même sublimes. Non, si vous jouez à Crysis 2, ce n'est ni pour ses graphismes, seulement au niveau de ce qui se fait actuellement, ni pour son scénario, beaucoup trop confus, mais pour son gameplay. Ce mélange entre infiltration, gunfight intense et plateforme nous change des FPS plus classiques, et un peu de fraîcheur dans les shooters actuels ne fait pas de mal. Il est tout de même dommage que l'ensemble du jeu pâtisse du développement parallèle sur plusieurs plateformes. Cette ouverture au grand public se traduit bien sûr par une baisse des performances techniques, mais aussi par une simplification du jeu. Le premier Crysis, en difficulté moyenne, est bien plus dur que sa suite en difficile. La faute à un mauvais équilibrage des modes de la nanosuite, l'armure nous protège beaucoup trop longtemps, et surtout, le camouflage permet de traverser des zones remplies d'ennemis sans aucune difficulté. Ces modes sont également moins nombreux, nous octroyant beaucoup trop de compétences, pouvant être utilisées simultanément. Enfin, l'intelligence artificielle des ennemis est bien moins performante que dans les autres productions Crytek. Le challenge se situe dans le fait qu'ils sont résistants et agressifs, pas intelligents. Vous serez ainsi rarement contourné ou surpris. Malgré tous ses défauts, Crysis 2 est un très bon jeu. Avec ses gunfights intenses et son level design varié, le nouveau titre de Crytek s'impose comme le FPS de ce début d'année. En même temps, quand on voit ce que nous a fourni la concurrence, ce n'est pas bien dur. T'as vu l'illusionniste? Non. Non? Bah, ça se passe à peu près comme ça. Voilà, je suis Médoc. Ah ben, dans ce cas, je suis Thierry. Et ça tombe super bien, parce que genre, ce qui va arriver tout de suite, c'est genre 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. C'est bon, 3 minutes pas plus, il n'y a jamais de boobs. Ça n'a rien à foutre dans 18+. Mais c'est important de se détendre. Non, les jeunes, ils attendent pas ça du tout. Genre, c'est notre moment genre de zen. C'est très important, d'autant plus que pour le coup, tu sais, il y a eu genre plein de délires. Mon role-playing gang, il me manque. Il y a eu genre plein de délires sur le 1er avril. Tu vois, on a fait le 101% craqué, on a fait chez Marcus où on a berné à peu près 90% des téléspectateurs. Nous aussi. Ce qui serait bien pour le 1er avril, c'est qu'on n'ait pas de 3+. Ouais. Du tout. Bah écoute, là on en a un petit et genre, c'est moi qui l'ai fait parce que genre, je trouve ça original comme idée. Genre. Sorti en 2009 sur iPhone et développé par le petit studio Different Claws, Lilt Line est un petit jeu dans la lignée de Hardstyle Light Tracks, un titre WiiWare également traité dans cette rubrique si chère à Thierry. Et ça tombe bien, Lilt Line est dispo sur ce même WiiWare depuis quelques semaines. D'après les développeurs, Lilt Line est un rétro rhythm racing beat 'em up action game avec une petite pincée de fluid innovative suborbital control. Des termes qui, mis à la suite, n'ont pas vraiment de sens, mais qui témoignent tout de même de l'esprit assez perturbé des créateurs.
Le principe est assez simple et plutôt sympa. Il s'agit ici de rester sur une piste en inclinant la Wiimote en haut ou en bas et de presser n'importe quel bouton lorsque l'on croise ces petits segments de couleurs, un peu à la manière d'un jeu musical, c'est-à-dire en veillant à rester dans le rythme. Bien évidemment, le tout se déroule sur fond d'électro 16 bits vraiment agréable et se corse au fur et à mesure de notre progression. Lorsque votre ligne touche les rebords ou que vous ratez un segment de couleur, c'est votre score de départ qui en pâtit. Arrivé à 0, c'est le game over. Et si les 5 premiers niveaux sont effectivement destinés aux enfants de 3 ans et un peu plus, les pistes plus avancées demanderont dextérité et sens du rythme pour être terminées. Alors, je vous cache pas que j'ai longtemps cherché un moyen de pervertir ce 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et à part cette piste qui porte le nom d'Explodofist, j'ai rien trouvé de foufou. En même temps, c'est pas plus mal. Je n'ose imaginer ce que j'aurais écrit si j'avais eu affaire à un titre avec des petites filles et des poneys. Quoi qu'il en soit, malgré le nombre de niveaux plutôt réduit, 14 au total, je n'ai pas pris de déplaisir en passant du temps sur ce 3+. C'est juste qu'en 3 minutes et pas une de plus, on n'a pas vraiment le temps de voir ce que le jeu a à offrir. Ah, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas vraiment compris le concept de cette rubrique. Voilà, c'est la rubrique que vous attendez les jeunes. C'est clairement, les jeunes, il faut savoir que vous faites partie de mon possi. Et en gros, pour faire partie de mon possi, il faut aimer les boobs. Et les boobs, on sait tous que vous aimez les boobs. Donc tout de suite, showtime. C'est showtime. Ça n'a pas de sens. La petite danse. Et ouais, la responsabilité du Showtime m'incombe aujourd'hui, et j'ai donc dû me mettre dans les mêmes dispositions que Médoc afin de fournir un Showtime épique, sans epic fail donc. La tâche fut ardue. Pour commencer, Médoc a des prédispositions, une espèce de flair mystique pour tout ce qui touche au dessous féminin affriolant, ou plutôt à l'absence de ces dessous. Et je ne peux prétendre posséder le même talent. Après avoir farfouillé un peu et pris mes renseignements auprès du Showtime Gang, dont les membres préfèrent garder un certain anonymat, j'ai fini par mettre la main sur un jeu d'arcade appelé Funny Bubble. Sorti en 1999, ce jeu d'arcade assez obscur propose de diriger une espèce de pénis araignée situé au centre de l'écran qui peut propulser des bulles de couleur en tournant sur lui-même. Ce qui en soi paraît aussi inopportun que douloureux. L'objectif consiste à aligner 3 bulles de même couleur pour qu'elles disparaissent, si possible en provoquant des réactions en chaîne. Et ce, afin d'éviter que les bulles, qui ne cessent d'avancer sur des rails, ne parviennent jusqu'à la sortie, synonyme de game over et dont la symbolique, s'il y en a une, m'échappe complètement. Bon. Vous aurez reconnu le gameplay repris par Popcat Games pour sa série Zuma. Sauf qu'ici, le fond de l'écran s'orne d'une jeune fille dénudée, dans des poses lascives, et que finir un stage complet permet d'obtenir une petite image qui ne laisse plus grand chose à l'imagination. D'où la mosaïque. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, l'obtention d'une mosaïque dans Showtime est synonyme d'Epic Win. Je suis donc assez fier de moi, ayant ainsi surclassé totalement Médoc, malgré sa maîtrise absolue du sujet. Ah, et sachez que le jeu s'avère finalement assez marrant et plutôt difficile, puisque les ennemis les plus improbables finissent par faire leur apparition, comme une méduse interceptant vos bulles, ou un requin, un requin, s'amusant à pousser les bulles jusqu'à la sortie. Et soudainement, la symbolique du jeu commence à m'apparaître plus claire. Quand il s'agit d'arriver à ses fins, l'homme est un requin. Ou un truc du genre. Enfin, je suis pas sûr en fait. Je vais demander à Médoc, il devrait savoir. Ouais, t'as vu la fin de l'illusionniste? Non, j'ai pas vu. Ouais, ça se passe comme ça. Ah, c'est mieux là, je me sens mieux. Ouais, moi je me sens mieux aussi, sauf que je dis jamais genre. Ça, c'est vrai. Moi, je sais pas d'où ça vient. Moi, je parle jamais des jeunes, tout ça, et je fais rarement des danses. C'est très très rare. Non, mais je remarque quand même sur les forums, tu vois, les gens sont un petit peu quand même pernicieux. Ah ouais. Tu vois, à l'affût de la moindre petite erreur qui suffit qu'on répète genre, parce qu'évidemment, quand tu passes, genre, t'es devant une caméra, t'es pas forcément à l'aise, etc. Donc oui, tu bugs sur des expressions, tu bugs sur des mots, etc. Ça arrive à tout le monde. Et là, paf, ils se mettent à mettre des petits compteurs sur les vidéos, genre, etc. Des trucs. Non, mais attention, le jeune est vicieux, le jeune est cruel. Ah merde. Ah, mais t'as dit genre aussi. On comptera sur les précédents plateaux, j'ai, à mon avis, dit aucune fois genre. C'est vrai? Je pense que c'est uniquement dans les conditions du pseudo direct à la Extra Life que ça pose problème. Et là, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est en train de vous dire ça, donc poker face totalement, alors que vous avez accès à No Life Online. Si vous êtes des bons jeunes, vous avez accès à No Life Online parce que vous êtes abonné, et donc vous pouvez vérifier très très facilement que, évidemment, il a dit genre sans s'en rendre compte. Non, j'ai jamais dit genre. Anyways, c'est j'aurais pu utiliser des mots en anglais à la con. T'aurais dû. J'ai pas pensé.
Bon bah voilà, c'était les nouveaux locaux, donc ça a mis la pression, etc. On est un peu comme dans la même situation que les développeurs du Kingdom Forever. Ouais. C'est la pression nous a fait péter un câble. Ouais. Et donc on vous promet pour la prochaine 18+, un contenu bien carré avec la critique de Opération Flashpoint Red River. On aura aussi la critique, genre je vais prendre mes petites notes. Vas-y. On aura la critique de Mortal Kombat. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça va pas être bien pourri. Et la critique de The Dishwasher Vampire Smile, qui est un petit jeu sur XBLA. On en avait parlé en fait de l'épisode précédent qui était sorti je crois en 2009. Et ça charcle bien, donc ça devrait être sympa. Donc ensuite, un vrai 3 minutes pas plus, je vous promets ça pour la prochaine fois. Parce que là c'était moyen. Ciao, à bientôt tout le monde.